Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du vendredi 25 février 2022. Aujourd'hui, on parlera du Bitcoin, bien évidemment. On parlera légèrement d'Ethereum, puisqu'il est très très corrélé au Bitcoin. Donc, tout ce que je vais dire techniquement pour le Bitcoin, c'est applicable à Ethereum. Et également, on parlera de Luna, qui a une charte très différente de ce qui se fait sur les autres altcoins, hein. Donc, Luna qui est très très différent des autres alts. Techniquement, c'est hyper intéressant. Donc, c'est pour ça qu'on va parler de Luna aujourd'hui. N'hésitez pas en commentaire, comme d'habitude, à me donner les alts que vous voulez que j'analyse. Je les note toujours. Et on se fait ça dès que possible. Bon, là, je parle vraiment de Luna parce qu'il est vraiment trop trop intéressant. Euh, et il est aussi revenu en commentaire. Une personne ou deux avait dit bon, essaye de faire Luna. Bon, les gars, vous avez vu juste parce qu'il est assez intéressant. Alors, du coup, le Bitcoin, gros rebond hier. On avait parlé justement d'un potentiel short squeeze parce qu'on avait vu justement sur Deribit et sur Binance. Et là, c'est juste un contexte d'order flow. Et j'avais vu un commentaire et je vais y répondre qui est assez intéressant, qui dit oui, l'analyse technique ça sert à rien. Faut pas, en gros, faut pas croire que le marché va remonter en temps de guerre. C'est un petit peu le message du commentaire. Mais si, justement, ici, l'order flow permet de savoir, comme j'ai répondu à ce message en commentaire, les mouvements ne sont pas unidirectionnels. C'est-à-dire qu'un marché ne va jamais d'un point A à un point B en descendant exclusivement ou en montant exclusivement. En gros, la charte ne ressemble pas si quand on chute à ça, elle ne ressemble pas à ça. Ok. On a ce qu'on appelle une dynamique, donc c'est-à-dire des creux et des sommets descendants dans une dynamique baissière, et des creux et des sommets ascendants. On est bien d'accord. Et vu que je fais personnellement des briefs journaliers, je fais donc des mises à jour au jour le jour. Donc quand je dis qu'un short squeeze est possible, etc., je ne dis pas que le marché va redevenir haussier ou en tendance haussière à l'instant T. Ce que je dis simplement, c'est que oui, on est en temps de guerre, etc., mais ça n'empêche pas au marché d'aller au nord, puisqu'il y a des intérêts à y aller. Quand je dis des intérêts, c'est des gens à liquider, des gens à sortir, pour aller dans la direction décidée par le marché ensuite. Et donc ça va rebondir sur ce que je vais dire maintenant. Mais ici, hier, on avait vu ensemble, en tout cas de mon interprétation de l'ordre flow, parce qu'il y en a des milliers possibles, on avait vu ensemble qu'il y avait ici des gros ordres d'achat sur Deribit, que l'open interest était monté au niveau de ces ordres d'achat, ce qui veut dire tout simplement qu'il y a eu beaucoup de gens qui ont shorté dans ces ordres d'achat. Et donc des gens qui shortent un marché qui est techniquement en train d'être plat sur un support, c'est des gens qu'on va liquider. Et j'avais dit exactement, et là c'est pas pour dire ah là là, je l'avais dit, on en a rien à foutre, c'est juste dans l'interprétation de l'order flow, c'est que oui, le short squeeze était possible, et donc on avait vu ensemble que on peut monter comme ça. Pourquoi ça? Parce que là, il y a trop de gens qui ont shorté un possible bottom. Je dis pas que c'est le bottom, mais en tout cas, c'était le bottom d'hier, ok. Et donc, si la direction, et là, du coup, on entre purement dans l'analyse technique, enfin, dans l'order flow et dans la psychologie de marché, si on veut faire un mouvement baissier, c'est-à-dire que si le Bitcoin, sa direction, c'est sous les 32 000 ou 33 000 dollars et qu'il faut aller sous les 30 000, il faut d'abord sortir ses vendeurs. Plus un train sera chargé, moins il ira loin. Ici, le train, il était chargé de vendeurs, de shorters. Donc, on les dégage, et donc, du coup, vous trouvez des pics de liquidation. Ici, gros pic de liquidation, plusieurs millions. Et là, je suis que sur Deribit. Hein, sur Binance, il y a aussi des millions en liquidation, etc., etc. Donc là, des millions de Bitcoin liquidés ou des millions d'USDT liquidés. Et derrière, si la vraie direction est baissière, on liquide les mecs. Donc les vendeurs, on les sort pour pas les faire gagner. Parce qu'en vrai, ils ont raison. Si vraiment la direction est baissière, qu'on va faire ça. Ces mecs-là, ils avaient raison. C'est juste qu'ils ont shorté au mauvais endroit et qu'on les a sortis pour faire la continuation baissière derrière. Ok. Donc, maintenant, ce qu'il faut surveiller sur BTC, c'est quoi? Et du coup, sur le marché américain, dans le contexte actuel, c'est que si on est vraiment bullish, en tout cas, si on veut redevenir bullish, à mon humble avis, faut pas retourner dans ces zones de prix. C'est ce que j'expliquais aux élèves. Il y a trop de shorters qui sont bloqués là-bas. Si on y revient, on leur laisse l'opportunité de sortir et ça, c'est pas bon. Parce que ces vendeurs, on doit s'en servir. Vous voyez ici au niveau du volume profile, les vendeurs, ils sont ici. Ces vendeurs, on doit s'en servir pour justement se servir de leur liquidation et de leur stop pour monter. Là, je parle en termes de contrats dérivés. Sur le marché spot, il y a eu beaucoup de ventes hier ici. Ça, comment je le vois? Grâce à Glassnode. Site d'analyse, Glassnode ici. Parce que là, il y a eu des ventes hier à perte. Il y a eu pour un équivalent sur... quels sont les assets sélectionnés? BTC, exclusivement. Il y a eu sur le Bitcoin pour... Et là, on est au port du marché spot, normalement. Hein. Je revérifierai sur Glassnode. Si certains savent, corrigez-moi, mais normalement, c'est ça. 712 millions de ventes de Bitcoin à perte. Là, c'est pas le volume de vente du Bitcoin. Ça n'a rien à voir.
c'est le volume de vente exécuté à perte. Ok, des gens qui ont vendu en étant à perte. C'est-à-dire qu'en gros, ils avaient acheté du Bitcoin supérieur à leur prix de vente. Et donc hier, on a beaucoup de gens qui ont vendu du Bitcoin à perte. Donc la pattern sur le spot, c'est quoi? C'est tout simplement, il y a beaucoup de gens hier qui ont vendu leur Bitcoin à perte ici. Et que ça, c'est des acheteurs qu'on doit faire acheter plus haut. Ou des gens qui vont qui vont se dire, mais le Bitcoin, c'est vraiment de la merde, je l'ai vendu ici, il est remonté, je veux plus en entendre parler. Et donc des gens qui ont capitulé, et des gens qui pourraient se dire, bon, bah, on va devoir acheter plus haut. Et des gens qui vont courir après le marché qui monte. Et ça, c'est ce qu'il faut pour un marché qui monte. Il faut que les gens ne soient pas dans le train, mais qu'ils courent après. Ok? Et du coup, on en vient à l'autre conclusion. Si vous voulez voir le Bitcoin monter, il va pas falloir faire de dip ici. Il va vraiment falloir consolider un minimum, enfin faire des dips, des retracements un minimum. C'est-à-dire continuer de monter et faire très peu de dips pour que les gens attendent toujours plus bas et que les gens rentrent jamais. Ce qui fait que la smart money capture le supply. Les gens attendent en dehors du train et ensuite la smart money leur revend plus haut parce que les gens craquent et achètent dans les mauvaises zones. C'est ça qui doit se passer si on veut vraiment monter. Ok. Donc est-ce que là, à l'instant T, on sait quelle est on connaît la direction? Non. Techniquement, on sait juste qu'on a capturé des millions de shorters là-bas, que tant qu'on ne va pas les visiter, ces mecs-là, c'est des mecs à liquider, donc ça donne justement de l'énergie au marché pour aller plus haut. Tout simplement. C'est juste ça l'information qu'on a en termes d'order flow. L'order flow ne permet pas de prédire l'avenir, il permet de savoir il se passe quoi sur le marché. Et donc d'émettre des probabilités, comme la probabilité hier que j'ai pu du coup vous dire qui était un short squeeze est possible, parce que là il y a trop de vendeurs qui ont shorté au bottom. Donc ce qui arrivait derrière. Bon, maintenant, le contexte macroéconomique actuel, on est d'accord qu'il est bearish. Une guerre, c'est pas bullish pour les marchés. On espère que ce conflit va se terminer bien le plus rapidement possible, mais tant qu'il durera, on est d'accord que techniquement, ce n'est pas comment dirais-je, un événement macroéconomiquement qui est bullish. Maintenant, les marchés vont toujours contre ce que pensent les gens et ce que font les gens. Si les gens vendent et shortent, le marché ira au nord. Et ça, beaucoup de gens ont du mal à le comprendre. Et j'ai aussi eu cette réponse en commentaire. Mais je vous prends simplement l'exemple de mars 2020. C'était exactement pareil. Et ça, j'en parlais dans mes briefs à l'époque. Vous pouvez retourner voir. Oui, macroéconomiquement, le Covid, déconfinement, c'est bearish. Mais les mecs à Wall Street, ils ont déjà pensé à ça. Et par exemple, l'argument qui revenait, c'est oui, il y a des nouveaux pays qui confinent, donc ça va continuer de chuter. Oui, mais il y a des entreprises qui vont faire faillite. Oui, mais va y avoir de l'inflation. Mais le marché l'a déjà pricé, en fait. Ça, c'est déjà pricé. Les mecs sont pas cons, ils ont déjà pensé à tout ça. Ok? Donc, si le marché américain a déjà pricé les risques économiques que engendre un potentiel conflit, si celui-ci n'empire pas, puisqu'il ne l'est actuellement, on pourrait voir un bottom se dessiner. Et quand vous voyez un marché qui reprend une dynamique haussière, malgré que les gens soient bearish et malgré que le contexte macroéconomique est bearish, c'est très bullish. Exemple, pourquoi le Bitcoin est monté en avril 2019, pourquoi le Bitcoin est passé de 3 000 à 14 000 $, alors qu'ici on a eu USDT attaqué en justice, FTX attaqué en justice et un hack de Binance. Et en plus ici un hack de Yobi. Ou un autre exchange asiatique, ou je sais plus c'était ici exactement. Parce que les gars qui avaient la main sur ce marché ont décidé que ça devait monter, et que la majorité était contre cette montée, était short, et donc on liquide les shorts. Pourtant, ici, des événements bearish, je peux vous en citer plein. USDT attaqué en justice, Bitfinex attaqué en justice, on apprend que le Tether n'est pas backé à 100%, c'est hyper bearish comme news, on apprend qu'il y a eu un hack sur Binance, on apprend quelques semaines plus tard qu'il y a un hack de Yobi, je crois à l'époque, mais c'est que des événements bearish, mais ça n'empêche en rien au marché de monter. Et vous avez aussi des phases où le marché chute, malgré des news bullish. Exemple, cet été, où ici on avait eu quelque part par là, le Salvador qui fait du Bitcoin une monnaie officielle, Twitter qui fait 2 Bitcoins en moyen de paiement sur Twitter pour faire des tips. Pourtant, ça n'a pas empêché au marché de baisser pendant plusieurs semaines, ici. Parce qu'il y a des gars qui voulaient accumuler là. Donc les news sont à prendre en compte toujours avec l'analyse technique. Parce que justement, l'analyse technique permet de nous dire est-ce qu'il y a quelque chose qui cloche. Comme ici en mars 2020, de voir tous ces événements bearish nous tomber sur la gueule, le Covid, les confinements, les faillites d'entreprises, et pourquoi le marché américain, le Bitcoin monte, parce que la technique, on a décidé ainsi. Ici, on a le signal AW, on a posé un bottom ici, on reprend une dynamique haussière, les gens sont contre ce mouvement short et sont bearish, montons. Parce que la smart money achète ce que les gens ne veulent pas l'acheter. Parce que les gens attendent plus bas. Quand on était ici à 5008, ah non, moi je vais racheter à 5000 ou à 4000, on n'y va pas. On remonte ici, ah 8100 c'est trop cher, j'attends dans les 7000, on n'y va pas. On consolide ici, là je m'en rappelle très bien, 9009, trop cher, j'attends les 9000, on n'y va pas.
le marché remonte, etc., etc. Je vous dis pas on va faire de nouveaux ATH ou autre, mais il faut bien dissocier ce que nous indique la macroéconomie et ce que nous indique la technique. Donc, ici, si vous commencez à avoir une dynamique haussière, il ne faudra pas lutter contre. Malgré le contexte macroéconomique bearish, c'est que les mecs qui ont la main sur ce marché ont décidé que ça devait aller au nord, et ça ira très très probablement au nord. Ok. Et donc ici, l'order flow nous permet de savoir si vraiment il n'y a pas de dip très profond, qu'on a choisi justement de laisser ces vendeurs capturer et de mettre en gros les shorters en PLS pour aller chercher leur liquidation plus haut, et que les intérêts du marché se trouvent maintenant au nord. C'est pareil, quand un marché chute, on dit souvent oui mais les fondamentaux du Bitcoin n'ont pas changé, pourquoi ça chute? Ça chute parce qu'il y a des gens à liquider plus bas, et que c'est comme ça que se nourrit le marché. Le marché se nourrit des liquidations des uns et des stops des autres. Le marché a été conçu juste pour chasser un maximum de liquidités. Comment les brokers font de l'argent? Les brokers font de l'argent sur les liquidités exécutées. Si demain Binance exécute pas beaucoup de liquidités, son chiffre d'affaires chute, Binance n'est pas content, FTX n'est pas content, Bybit n'est pas content, etc., etc. Donc le but d'un marché, c'est de toujours aller là où il y a le plus de liquidité. Et donc, c'est là, on va dans les zones où justement il y a de la liquidité, et c'est généralement des zones dans lesquelles les gens étaient contre. C'est-à-dire, en gros, si tout le monde short à 35 000, c'est qu'il y a de la liquidité dans les 40, les 45, les 50, c'est qu'on ira à 45 et 50. Et là, je vous donne des exemples. Si tout le monde achète ici, c'est qu'il y a de la liquidité dans les 28, dans les 25, les 30, et on peut y aller. Parce qu'il y a de la liquidité à aller chercher. Et c'est triste à dire, mais le marché se développe comme ça. Pourquoi ici on a topé alors qu'on a quand même un ETF qui est sorti? Un ETF c'est ultra bullish, normalement ça permet à des institutions de rentrer. Pourtant ça n'a pas empêché au marché de toper, donc ça c'était news bullish. Bien évidemment ça peut être du buy de news, sell de news. Ok. Là vous allez me dire oui mais une news, un ETF c'est pas comparable à une guerre. Oui mais le Covid techniquement en termes de retombées économiques, on est bien d'accord que c'est encore pire. On peut pas savoir, la guerre ça peut être pire bien évidemment, je dis pas le contraire. Mais techniquement le Covid, macroéconomiquement, c'est un événement très beige. Donc ça a été pricé très vite et ensuite ça a été que du up only. Et là je vous montre le Bitcoin, mais c'est exactement pareil pour le marché américain. Le marché américain s'est mangé sa claque. Les actions se sont mangées leur claque, mais ensuite les actions ont fait x2, x3. Le bottom du Covid, il était ici. 2200 points, ça n'a pas empêché de monter à 4800 points. Pourtant des entreprises qui font faillite, une inflation exceptionnelle, etc. Ici que du up only, on refuse de dip, on monte, nouvel ATH. On a fait quand même un nouvel ATH très très vite. Ok? Donc il faut toujours dissocier vos sentiments de marché et ce que vous montre réellement le marché. Si le marché ici instaure une dynamique haussière, c'est qu'on a probablement trouvé un bottom et que malgré le conflit actuel, les mecs ont décidé que ça devait aller au nord. Et ce n'est pas de la manipulation de marché, parce que généralement on dit manipulation de marché quand le marché est contre nous. C'est pour ça qu'on se dit ah mais c'est manipulé, ça va contre moi. Non. C'est tout simplement si tout le monde pense que ça va chuter et tout le monde a appuyé sur le bouton vendre et tout le monde a shorté, le marché n'a aucune raison d'aller au sud, puisque la liquidité, elle se trouve où? Au nord. Et si les gens shortent ici et que le prix descend pas, c'est que c'est qui achète ici? C'est que c'est la smart money. Les mecs qui sont bien riches. Les fonds d'investissement, les banques, les gestionnaires de fonds, etc., etc. Ok. Après, bien évidemment, quand il y a un contexte macroéconomique bearish et une dynamique bearish, on lutte pas contre. Ça, c'est extrêmement bearish. C'est-à-dire que si le S&P fait ça, c'est extrêmement bearish et on lutte pas contre. Et le Bitcoin fera ça. Mais le jour où il y a un bottom qui se pose, malgré le contexte actuel, ça serait hyper bullish parce que les gens vont lutter contre et c'est ce qui va permettre justement de monter parce que le train sera déchargé. Ok. Je pense que j'ai fini pour toutes ces explications. C'était vraiment important de venir là-dessus. Je vais retourner sur Bitcoin, bien évidemment, BTC USD Coinbase. Bon, je sais que certains ne seront pas d'accord avec moi et je l'entends entièrement. Alors, BTC USD Coinbase, ici, on a donc une potentielle pattern de retournement à nouveau. En close line, donc là je suis encore de chandelle exclusivement, on est en train de voir un W se dessiner dans la zone de rechargement. C'est un W exclusivement encore de chandelle que personnellement je ne prendrai pas compte parce que je prends en compte les mèches. Donc là je ne prends pas compte de ce W, mais certains qui trade exclusivement encore de chandelle, vous je savais que vous allez le prendre en compte. Donc pour vous il y a une structure même de retournement ici. Pour moi ce n'est pas mon cas. En revanche, j'ai une pattern de retournement, c'est-à-dire que ici, les vendeurs sont coincés et ici, les acheteurs ont repoussé le prix. Donc, c'est ce qui nous fait une zone de combat assez importante. Vous connaissez mon avis qui est, pour moi, faut pas retourner là, parce que là, il y a vraiment beaucoup de mecs qui ont capitulé, qui ont vendu ici, qui ont shorté ici. Donc ça, faut pas y revenir, parce que si on les laisse clôturer leur short, leur liquidation et leur stop, ils sautent. Alors que si on tient ici, ça fait des stops et des liquidations à aller chasser.
Et un shorter qui se fait liquider, ça fait un achat au marché. Un achat au marché, c'est bullish. C'est ce qui crée de la demande. Donc quelqu'un qui a vendu, a découvert, il fait une promesse de rachat plus tard. Et donc sa promesse de rachat, si elle est plus haute, bon bah c'est bullish. Ok. Parce que la demande enfin, en gros, ça crée de la demande plus haut. Pareil, quelqu'un qui vend sur le spot ici, s'il a toujours envie d'investir dans le Bitcoin, il va devoir acheter plus haut, ce qui fait que la demande se déplace plus haut. Ok, donc si les gens ont capitulé ici et ont shorté ici, techniquement il y a un paquet de shorters et de mecs qui vont devoir acheter sur le spot plus haut. Et c'est ce qui fait qu'on peut monter, monter, monter. Et si c'est le cas, va pas falloir lutter contre le mouvement. C'est qu'ils ont décidé de faire du no buy the dip en fait, ou des retracements très faibles pour que les gens rentrent pas dans le train et que la smart money capture justement le supply qu'elle peut capturer. Et encore une fois, si vous voulez pas vous prendre la tête, l'élément technique bullish, si vous voulez vraiment voir un retournement de marché sur le Bitcoin et vous dire ok, j'aurai un Bitcoin haussier pendant plusieurs semaines ou plusieurs mois, c'est exclusivement à la cassure des 46 000 $. Tant qu'on ne repasse pas les 46 000 $, on ne change pas de dynamique. En revanche, ici il y a W weekly, je vous ai déjà dit ça, c'est extrêmement bullish et ça pour moi c'est au minimum retour dans les 60 000 $, voire même peut-être défoncer la TH. Mais là on en est encore très très loin. Mais s'il y a un W weekly, je targeterai au minimum un retour dans les 61 à 55, voire cassure d'ATH. Après, encore une fois, on pourrait se retourner avant, mais ça, on verra bien ce qu'il en est à ce moment-là. Ok. Donc, est-ce que ici on est définitivement bullish? Non. Est-ce que le contexte macroéconomique nous aide à devenir bullish? Techniquement, non plus. Par contre, si la technique dit on est bullish et que les gens sont contre ce mouvement, c'est extrêmement bullish. Comme du coup le Covid en mars 2020 et la progression du Bitcoin malgré le Covid, de 4 000 à 11 000 $ très rapidement, puis ensuite de 11 000 à 65 000 $. Et je dis pas que ça va réarriver bien évidemment, mais si techniquement le marché donne le go, bah c'est que c'est tout, la dynamique s'est inversée et on repasse dans une dynamique haussière. Mais sinon le vrai signal, c'est cassure des 46 000. Au niveau du court terme, alors, on avait vu de potentielles divergences qui se sont confirmées, donc à nouveau un momentum qui redevient bullish. Encore une fois, ce qu'on veut voir, c'est une dynamique haussière s'instaurer, c'est-à-dire des creux et des sommets ascendants. Tant que nous ne voyons pas ça, c'est un simple V-bottom, c'est un simple rebond pour techniquement une continuation baissière. Je retourne ici au niveau de l'order flow parce que c'est vraiment l'order flow qui est intéressant. On a chassé énormément de stops sur Binance. Là, il y avait un paquet de mecs qui ont shorté ce marché ici. Ça, on l'avait vu, on l'a vu sur Binance et Deribit hier. Sur le mouvement haussier, regardez ici, l'open interest s'effondre. Donc là, littéralement, on a short squeeze un paquet de gens. Si comment dirais-je, la direction est vraiment haussière, faut pas dip. Puisque comme je vous ai dit ici, il y a trop de mecs coincés en short, faut pas les laisser sortir. Ces mecs, c'est des mecs qu'il faut tabasser en haut, tout simplement. Également ici, on peut regarder le ratio short. On se rend compte que dès que le marché chute, le ratio long remonte. Les gens veulent pas acheter quand ça monte, les gens veulent acheter quand ça descende. Sauf que ça, c'est pas bullish quand les gens achètent quand ça descend. Vous allez dire, mais non, mais si tout le monde achète, ça va monter. Bah, en termes de contrats dérivés, non. Si les gens achètent avec du levier, les prix de liquidation se créent au sud, l'intérêt du marché, c'est d'aller au sud. Et c'est pour ça qu'on va au sud. Et si vous regardez bien, dès qu'on dip, le ratio long, il fait quoi? Il monte. Et c'est pas ce qu'on veut voir. Non, ce qu'on veut voir, c'est un ratio long qui chute. Et là, vous voyez, dès qu'on dip, ici, le marché dip, donc dip, c'est-à-dire ici, le marché chute, le ratio long, il monte. Les gens veulent acheter. Donc le marché fait quoi? Bon, bah, il va chasser les stops et on liquide des acheteurs. Ok? Et donc ici, en revanche, le ratio short, il monte grave. Le marché, il est à plat. Open interest, il monte. Donc là, on sait qu'il y a beaucoup de positions qui se déclenchent. Il y a des shorters qui sont coincés. On les défonce. Ok? Donc là, c'est la puissance de l'order flow ici qui permet de voir un petit peu. Et donc là, actuellement, il se passe quoi? Alors, on est en train de consolider. Le ratio short, il continue de monter. Bon, il chute un petit peu ici, mais majoritairement, depuis la consolidation, ce ratio short, il monte. L'open interest, il monte. Donc il y a et des longues et des shorts qui s'ouvrent. En termes de position, il y a plus de positions, de nombre de positions, pas en quantité. Mais en termes de nombre de positions, il y a plus de traders short que de traders longues. Donc ça peut justement indiquer un sentiment plutôt bearish. Maintenant, on peut très bien top ici. Et si on dip et que le ratio short se met à diminuer, que le ratio long monte, c'est que les gens sont OK pour acheter le dip et ça, c'est pas bon. Et comme je vous ai dit ici, faut vraiment, pour moi, faut dip très peu ici. Il faut vraiment pas retourner dans ces zones de prix. Faut pas retourner dans les 36 000, je pense. Faut vraiment rester au-dessus parce que les vendeurs sont bloqués jusqu'à 36. Enfin, ça, je le vois sur Deribit. Tac, tac, tac. Voilà, les gens sont bloqués environ de 36 000 à 34 400. Là, il y a un creux dans le volume profile. Ça, ok, pourquoi pas y revenir un petit peu. Mais il faut très vite repartir. Là, on voit qu'ils ont repréparé les ordres buy de dip à 36 700, 36 200, avant justement de permettre aux shorters de se barrer qui sont coincés de 35 800 à 35 000 $.
Mais pour moi, moins on dip, mieux c'est. Parce que plus les gens vont être bloqués en short et plus ils vont devoir courir après le prix et se faire liquider plus haut, en fait, tout simplement. C'est ça un petit peu mon raisonnement actuel. Ok. Bitcoin, j'ai fini. Ethereum, franchement, donc ça je peux supprimer, c'est le cas où les gens redeviennent bullish. Hop. Ethereum, j'en parle très rapidement, mais franchement, c'est pas ouf. Enfin, c'est exactement comme le Bitcoin, donc je vous montre juste la charte qui est très similaire au Bitcoin. Alors, Ether, il est ici, je crois. Ah oui, j'ai oublié de parler de Coinbase. Je parle de Coinbase rapidement. On avait parlé des chiffres de Coinbase qui sortaient jeudi, où je vous disais. Enfin, non, je crois que je l'ai dit exclusivement aux élèves. Je sais pas si je vous ai donné mon avis sur les chiffres de Coinbase, mais en gros, voilà, je montrais enfin, je disais aux élèves que les chiffres seront probablement bons. Est-ce qu'ils seront meilleurs qu'attendus? Je pouvais pas savoir, mais en tout cas, je leur disais que les chiffres devraient être bons, en tout cas meilleurs que le trimestre précédent. Ça, je le sais grâce à mes datas personnelles, vu que, enfin, quand je dis data personnelles, c'est les informations de ma chaîne YouTube. Quand je vois par exemple que le YouTube est très, enfin, les gens sont très peu intéressés par les cryptos, je le vois directement. Et les gens étaient très peu intéressés par les cryptos l'été. Et donc ce trimestre ici de Coinbase, c'était justement les chiffres de Coinbase pendant l'été où les gens étaient désintéressés. Donc c'est normal d'avoir des chiffres dégueulasses. Le trimestre qu'on a pricé, c'était le dernier trimestre de l'année qui a été très bon en termes de volume pour Coinbase. Volume est majoritairement payé sur le volume exécuté. C'est comme ça que Coinbase fait son chiffre d'affaires majoritairement. Et donc j'ai disais aux élèves, Shiba qui a fait des volumes monstrueux, Coinbase, l'application la plus téléchargée au quatrième trimestre sur l'App Store américain, etc. Donc probablement que les chiffres seront bons. Et c'est un record en termes de revenus ici pour Coinbase, qui sont excellents, 2,498 milliards, 26% supérieur à l'estimation. Donc c'est très bien, c'est une surprise très très positive. Et donc le marché réagit très bien. Bon, le marché, surtout Coinbase, est aussi corrélé au marché américain qui hier est remonté. En tout cas, les chiffres sont bons ici. Donc Coinbase, il faudrait aussi commencer à instaurer une dynamique haussière. Ça serait assez bullish également. C'est ce qui permettrait de reprendre une dynamique haussière sur Coinbase et peut-être de tirer les cryptos vers le nord. Après, honnêtement, je vous dis la vérité, c'est probablement les cryptos et Bitcoin qui tirent l'action Coinbase au nord. Mais en tout cas, ici, il y a eu des bons chiffres pour l'action Coinbase, donc c'est quand même assez encourageant pour l'action elle-même. On est sur le prix le plus bas, pourtant on a un record de chiffres. Ça fait pas trop sens. Ok. Et ici d'ailleurs, le Bitcoin a topé le jour où on a eu des chiffres dégueulasses pour Coinbase. Donc peut-être que le Bitcoin va bottom le jour où on a eu les chiffres de Coinbase qui sont très bons. Ici, on a dip, on a dumpé à la publication des prochains chiffres. Donc en gros, 9 novembre, publication des chiffres de Coinbase qui sont dégueulasses. Top du Bitcoin, top de Coinbase, Coinbase retrace, Bitcoin retrace. Jusqu'à la publication des chiffres le 24 février de Coinbase. Donc on a dip de novembre jusqu'en février. Et là, admettons, si un bottom se positionne, on pourrait se dire, si on suit cette logique, que techniquement, on a du up jusqu'au mois de mai, Saline Go Away, où les chiffres devraient, qu'ils soient bons ou mauvais, mais on pourrait avoir du up justement jusqu'en mai. Ok. Ça, encore une fois, c'est une supposition. Et il faut que la technique confirme. Pour l'instant, la technique ne le confirme pas. La technique ne confirme plus un bottom sur Coinbase depuis qu'on a fait un plus bas. Malheureusement, ça ne veut pas dire que c'est bearish absolument, mais il faut revoir une dynamique haussière ici. Si on voit ça, c'est très bien. Je voulais juste faire un point là-dessus, mais en tout cas, bon point pour l'action Coinbase qui a fait de bons chiffres. Du coup, Ethereum, alors, on a vu ça que c'était une zone énormément défendue par la smart money des whales, peu importe. C'est la zone dans laquelle on a rejeté parfaitement. C'est exactement comme Bitcoin au niveau de l'analyse. C'est simplement pattern de retournement si on clôture au-dessus de ça. Donc ça ouvre les portes à retourner plus haut, les résistances précédentes. Et ici, pareil, pattern de retournement. En gros, faut pas casser le plus bas. Rappelez-vous la pattern, faut maintenir le plus bas et casser le plus haut. Si on fait ça, pattern de retournement, et donc objectif, revenir chasser le haut du range, tout simplement. Comme on a vu ensemble, c'est un range, on est venu dans le bas, on pourrait revenir dans le haut du range. Et donc en weekly, le vrai signal, c'est si on clôture au-dessus des 3281. Si on fait ça, W weekly, le précédent W weekly il était ici, il a fait une bonne marge haussière, là ça ferait la même chose, retour zone de rechargement de short entre 4003 et 3800, voire nouvelle ATH. Mais là on en est très très loin, mais ça c'est vraiment le signal. Donc si vous avez un profil, moi je m'intéresse aux crypto 2-3 fois par mois ou d'une fois par semaine, votre signal technique à vous, c'est la cassure des 3281 $. S'il y a ça, c'est très bullish pour Ethereum. Et pour le Bitcoin, c'est 46 000 $. Ok. J'ai fini pour Ether. L'order flow sur Ethereum, je sais pas s'il est très intéressant. Non, bon, pareil hier, les shorters bloqués ici. Les shorters qui ont été liquidés, l'open interest qui diminue. Actuellement, on voit un ratio short qui continue de monter un petit peu, des open interest qui montent, donc des gens qui continuent de shorter ici. Pareil, si on dit pas qu'on maintient ces zones de prix, en gros on fait des W, ce serait très bullish et là ça ferait de la continuation et ça nous permettrait d'aller plus haut. Si on perd ces niveaux, malheureusement ça permet de revenir ici et ça c'est pas bon.
parce que ça permettra aux shorteurs bloqués ici de sortir, et donc techniquement de même aller sous ces niveaux de prix. Fini pour Ether, rien d'autre de plus à dire. Et du coup, rapidement, marché US et Luna. Alors, marché US, où est-ce qu'il est? Non. Mais bon, je pense que vous l'avez vu. Ah, si, il est ici. Le marché US qui a fait un dip hier. Donc, on va venir ici. On a eu un rachat de short squeeze, un rachat de short, donc ce qui déclenche un short squeeze, hein, des mecs qui ont shorté parce qu'il y a la guerre. Et donc, pendant une journée de hier, on fait une journée haussière. Vous voyez bien ici que le fondamental, c'est important à coupler avec l'analyse technique. Dans le sens où on a quand même l'Ukraine qui se fait bombarder et les Russes qui commencent à prendre le contrôle de points stratégiques, et on a un conflit qui commence assez important à se mettre en place. Pourquoi le S&P fait une bougie haussière? Pourquoi les actions font 2-3% de hausse hier? Parce que la majorité a vu guerre, s'est dit ok, le trade facile c'est de shorter, sauf que non, le trading c'est pas facile. Et du coup ici tous ceux qui ont shorté hier pendant la guerre sont fait défoncer, malheureusement. Et donc maintenant on en est où? Pareil que Bitcoin, pattern de retournement possible. Si on clôture au-dessus de ça, techniquement, il y a un pattern de retournement, ce qui fait qu'on pourra retracer plus. Et là, les gens vont se dire, mais il y a la guerre, pourquoi ça monte? Ah, parce que la majorité short, donc la liquidité s'accumule au nord, le marché va au nord. Là, c'est vraiment les. Je peux pas faire meilleur exemple, hein. Pendant une guerre, ce qui est extrêmement bearish, le marché fait quand même termine la journée en ayant fait plus 4,58%. Et on a ouvert à 4216, on a dip jusqu'à 4101 $ pour remonter et clôturer à 4284. C'est juste what the fuck. Si vous regardez l'action du prix d'hier, c'est juste n'importe quoi. Vous voyez un petit peu le truc. Pendant la guerre, le marché a posé un bottom. Par contre, pareil sur le S&P 500, même analyse que le Bitcoin, hein, si le S&P commence à réattaquer ici, c'est pas bon. C'est qu'ici, on a sorti les shorters de bottom au niveau de la guerre. Donc là, à cause de la guerre, il y en a beaucoup qui ont shorté en se disant ça va chuter. On les a dégagés. Par contre, si on y retourne, c'est que la direction est baissière. Et le Bitcoin va suivre très très probablement. Du coup, maintenant, on en est où? Nous, ce qu'on veut, c'est la pattern de retournement. Ok. Et une fois qu'on a cette pattern de retournement, on veut l'instauration d'une dynamique haussière. Si ça arrive, c'est que le marché redevient bullish et il ne faudra pas lutter contre. Tout ce que j'ai dit pour le Bitcoin, c'est valide aussi pour le marché américain. Les marchés sont très très corrélés. Et du coup, pour finir, Luna qui lui sort du lot. Pourquoi ça? Parce que Luna fait des W weekly. Ça, c'est extrêmement, extrêmement bullish. Ok. C'est une structure qui est très très bullish. Donc Luna est assez bullish. Est-ce que je vous dis d'investir dans Luna? Non. En termes comment dirais-je, de localisation, c'est pas de la localisation d'investissement. La vraie localisation d'investissement, on pourrait ne pas y revenir, mais techniquement, pour une bonne zone d'investissement, c'est entre 40 et 22. Enfin, tout ce qui est sous 40 $, la zone de rechargement, tout simplement. Là encore, j'ai pris la zone de rechargement du mouvement entier. Mais moi, c'est la zone qui m'intéresse ici pour l'investissement long terme. Si je voulais investir dans le Luna, bien évidemment. Donc ça se passe ici. Maintenant, techniquement, que nous dit le marché? Bon, on a eu un M-top. Un M-top, il faut savoir que c'est une structure de top et de changement de dynamique. Donc là, Luna a marqué un sacré top ici. C'est pour cela que tout ce qui revient pour moi en zone de rechargement de short, donc en gros ici, c'est entre du 80 $ et du 90 $, c'est un bon moyen de prendre des profits, ou si vous avez acheté du Luna sans trop comprendre pourquoi, c'est un moyen de se barrer, ou de drastiquement diminuer le risque de la position. Donc certes, ce W est bien, ce W ici annonce une continuation haussière, ok, c'est-à-dire ici, déjà, essayer de casser le premier arrêt, on est parfaitement dessus, pour l'instant on a du mal. Si on le casse, prochain objectif, zone de rechargement short, je vous ai dit les prix, 90-80 $ grosso modo. Les résistances qui sont sur notre chemin, ce sont les corps de chandelle précédents, donc 80 $, 87 $, 91 et donc l'ATH, 103 $, ok. En cas de nouvelle ATH, l'objectif pour moi ici, c'est objectif 161,8-200%, depuis le top jusqu'au bottom, donc entre 140 et 163 $, sinon objectif de continuation, je prends le mouvement précédent et je le reporte, donc je le clone, target AB égale CD, tac, je clone, je vais au bottom, ici ça donne un objectif dans les 143 $, ok. Et sinon, techniquement, on en est où? Bon, bah là, il y a des W qui se montrent. Ça, c'est signe d'une dynamique haussière. Okay, en plus de ça, il y a un M qui est coincé dans ce W. Ça, c'est très bullish. Donc là, il y a un signal d'achat techniquement sur Luna qui s'est déclenché depuis la cassure des 61 $, 60,64 $, avec un stop pour se protéger sous le creux précédent. Ok. Donc techniquement, le trade simple, c'est ça. Et donc derrière, on essaye de capturer au minimum du 2 pour 1. Donc ici, ça ferait en gros un trade comme ceci. Achat à 61 $, vente 97, stop 42. Je suis prêt à risquer 1 pour gagner 2. Bon risk reward. Puisque l'objectif de profit est un petit peu au-dessus de la zone de rechargement de short, c'est dommage.
Mais dans l'état actuel, Luna est l'un des seuls assets qui arrive à avoir une dynamique haussière. Donc Luna, techniquement, devrait être l'une des altcoins les plus fortes tant que le Bitcoin ne se fait pas défoncer. Si le Bitcoin ne se fait pas défoncer et qu'il monte, Luna devrait rester quand même assez fort. Et du coup, on voit la paire Luna BTC ici, donc Luna contre le Bitcoin, qui arrive à rester assez bullish. Néanmoins, attention sur Luna BTC ici, on a marqué quand même un sacré top. Au niveau des 20 300, enfin des 200 300, 203 857. Parce qu'on a 2 zéros ici, donc je sais que c'est 203 000. Si vous demandez comment lire, hein, quand il y a 2 zéros, c'est qu'on est dans les 100 000. Donc ici 200 000, quand il y a 3 zéros, c'est qu'on est dans les 10 000, donc dans les 20 000. Donc ici 2 zéros égale 203 000. Petite astuce si vous voulez lire le prix en Satoshi. Peut-être qu'un jour on lira nos prix en Satoshi, qui sait. Et donc ça, techniquement, c'est une structure très très bien. Maintenant, comme je le dis ici, vraiment attention, hein, M-top. Là, il y a vraiment les vendeurs ont retourné le marché ici. C'est une zone dans laquelle il faut se méfier. C'est pour ça que la zone de rechargement de short, pour moi, c'est une zone de gestion du risque. Si vous avez du Luna actuellement, je pense qu'il faudrait déplacer les stops à break-even ou au moins prendre assez de profit pour ne pas se retrouver en perte si jamais les creux sont perdus. Par contre, si on perd les creux ici, c'est fini. Et donc là, la prochaine zone intéressante, allez ici. Donc là, je m'adresse plutôt, pas tellement à des investisseurs. En tout cas, pour moi, la condition de marché actuelle, c'est pas trop pour des investisseurs, c'est plutôt pour des traders de continuation, des traders de tendance. Là, il y a un signe techniquement de reprise de dynamique haussière, donc potentiellement d'une tendance haussière à nouveau. L'investisseur, lui, va plutôt s'intéresser aux zones de rechargement. La précédente fois que ça a été proposé par le marché, c'était du coup en mai 2021, cet été, qu'on était en zone de rechargement et qu'on a fait le W weekly au niveau des 8 dollars. Ok, on fait un nouveau W weekly, mais celui-ci n'est pas en zone de rechargement, donc là c'est plutôt pour des traders vraiment de continuation. Avec une méfiance, entre les 80 et 90 dollars, le marché peut vraiment rejeter méchamment ici. Et là, on passe en daily, mais admettons, ok. On vient en zone de rechargement, si vous commencez à revoir des M ici, ça pue. Et pour moi, ça c'est des signes d'exit et que les vendeurs reprennent le contrôle du marché et qu'il faudra probablement se barrer. Ok, on s'arrête ici pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à nous rejoindre sur Discord. Pardon, je mets le lien du Discord en description et en commentaire. Si vous souhaitez rejoindre l'école, tout est expliqué dans le salon. Bienvenue. À ce stade du mois, privilégiez les paiements en crypto-monnaie. Parce que le Patreon, c'est intéressant exclusivement au début de mois. Patreon, rejoignez le 1er mars et pas avant. Rejoignez pas le 26, ni le 27, ni le 28 février, exclusivement le 1er mars. Mais si vous voulez rejoindre maintenant, c'est à faire exclusivement via les modalités crypto, donc Ethereum, BNB ou USDT. Privilégiez le réseau pour vos transferts, et si vous voulez rejoindre l'école via le TRC20 ou le BEP20, la Binance Smart Chain. C'est le réseau qui propose le moins de frais, hein, moins de 1 $. Alors que le ERC20, c'est généralement 20-30 dollars de frais. Bon, ça dépend du réseau, s'il est engorgé ou non, mais généralement, c'est plus de 20 dollars de frais. C'est énorme, ok. Si vous avez une quelconque question, n'hésitez pas à la poser à un des professeurs. Donc, on est en haut à droite. Si vous avez fait le paiement, envoyez-le à un des professeurs ou à tous les professeurs. Le premier qui le voit, comme d'habitude, on le valide. C'est pas considéré comme du spam. Et on vous met le rôle élève directement. Ça accélère un petit peu le processus. Bon week-end à vous. Je ferai un brief exceptionnel si des choses exceptionnelles arrivent. S'il se passe rien, je ne ferai pas de brief parce qu'il n'y a pas de brief le week-end. Mais admettons, on se retrouve à 45 000 $ ou à 30 000. Bon, bah là, il y aura probablement un brief. Mais tant qu'il ne se passe rien, il y aura pas de brief. Ok. Du coup, on se retrouve lundi matin. Bon week-end à tous. Ciao, ciao.